Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de GNU, PGP, et on va voir comment chiffrer nos messages, hein. Vous devez absolument chiffrer vos messages dès que vous communiquez. Vous savez que si on fait du eavesdropping, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui s'intercale entre Bob et Alice, qui veulent communiquer librement en démocratie, Bob et Alice ne veulent pas qu'une personne intermédiaire puisse lire les messages. Or, si les messages ne sont pas chiffrés, rien ne vous garantit que quand bien même vous utilisez des protocoles, des couches réseau qui sont chiffrées, que entre Bob et Alice, si Bob et Alice habitent à 7 000 km d'eux, qu'est-ce qui vous garantit que l'ensemble des cœurs de réseau que vous allez parcourir, tous les sauts que vous allez faire sur des routeurs, sur des switches, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'ils seront tous en mode chiffré? Est-ce que la donnée sera encapsulée? Parce que si vous faites transiter un message en clair, eh ben, il peut se retrouver sur une partie du réseau en clair. Ok? Donc, c'est bien d'utiliser des protocoles chiffrés, mais encore une fois, est-ce que vous connaissez toute la topographie? Vous connaissez la topologie du réseau? Vous connaissez tous les nœuds que vous allez utiliser pour traverser l'Atlantique et pour communiquer entre Bob et Alice? Moi, je sais pas. Je sais pas, donc je vous dis toujours, par précaution, quand bien même vous utilisez des protocoles chiffrer pour communiquer, chiffrer également la donnée, hein. Donc on va faire une double encapsulation. Première encapsulation, on va chiffrer la data, et cette data ensuite on va l'envoyer via un canal auxiliaire, hein, qui est chiffré. Donc ça c'est pareil. Quand vous allez communiquer via des serveurs de command and control, quand vous faites des APT, vous vous assurez également que toutes les données exfiltrées seront chiffrées et encapsulées dans un canal de communication également chiffré, hein. Ça, c'est les bases de l'obsèque, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, on va voir un petit peu, on a tout sous Linux. On va voir comment on peut s'amuser, hein, à générer nos clés, comment on peut chiffrer, déchiffrer. On va revoir le principe de clés symétriques, asymétriques, hein, des symétriques, RSA, vous le savez, asymétrique, hein, puisque c'est utilisé partout en fait, hein. Vous utilisez du chiffrement RSA même sans le savoir, hein. Vous lancez votre VPN, hein, vous lancez OpenVPN, OpenSSL, bref, tous les moyens cryptographiques qu'on a, hein, sont basés de toute façon sur du chiffrement, hein, pas forcément du RSA, hein. Le RSA, en tout cas, est asymétrique. D'accord? Donc asymétrique, clé privée, clé publique, hein. Encore une fois, je ne suis ni mathématicien, je ne suis ni ingénieur, hein, je ne suis qu'un pauvre youtubeur. Je vous encourage à vérifier tout ce que je vous dis et je vous encourage à continuer vos recherches si le sujet vous intéresse ou vous fascine ou vous passionne. D'accord? C'est toujours la logique, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? On va chiffrer en 4096 bits, hein. Il existe, notamment dans le monde militaire, euh, des clés de 8192 bits. Ok? Alors, vous le savez, plus le world est long en crypto, hein, le mot, plus ça va être compliqué. Grosso modo, plus j'ai de bits, hein, au niveau de la longueur de ma clé, plus ma clé est longue, plus ça va me demander, hein, X ou N itérations pour parvenir à trouver la solution. Ok? Donc il va me falloir 1000 possibilités. Il va me falloir tester 1 milliard de possibilités, hein. Il va me falloir tester 1 trillion de possibilités. Honnêtement, vous verrez que la plupart de vos logiciels, hein, on utilise depuis une dizaine d'années à peu près une longueur de clé de 2048 bits. Ok? Moi, je vous conseille d'utiliser du 4096, le maximum. Ok? Pour jouer un peu avec la NSA, même si je pense qu'ils arrivent à les casser, mais ça leur donnera un peu de travail, au moins les Américains paieront pas leurs impôts pour rien, j'ai envie de dire. Et 4096, ça sert à rien d'aller au-dessus, hein. Déjà 4096, la légende dit que la puissance, hein, et la chaleur générée lors d'un cassage, hein, d'un brute force d'une clé de longueur de 4096 bits ferait bouillir l'ensemble des océans, hein, et rendrait littéralement la Terre inhabitable, hein. Un vrai no man's land. Donc plus sérieusement, 4096 pour aujourd'hui, hein, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal, mais tu vas me dire, oui, mais la NSA, les ordinateurs quantiques et tout.
Bah écoute, s'ils ont les ordinateurs quantiques, ce que je pense, hein, en tout cas ils doivent avoir des prototypes, honnêtement, les courbes elliptiques hein, qui protègent la crypto d'aujourd'hui, hein, eh ben, je pense qu'ils les pètent. Et je pense que ça fait longtemps qu'ils les pètent. Mais ils vont pas te le dire, hein, encore une fois, c'est très secret. Mais moi, je suis persuadé qu'ils ont des ordinateurs quantiques. Je suis persuadé que, comme je te dis toujours, hein, tu vas avoir peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, des ordinateurs quantiques. Alors peut-être pas à la maison, hein, ça sera comme les mainframes. Ça va rester peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat, des grosses, grosses boîtes, hein, euh, comme des mainframes, hein, pendant des années, 20, 30 ans. Peut-être dans 50 ans, dans 60 ans, tu auras un ordinateur quantique chez toi, hein, qui sera abordable. Et voilà, parce qu'il y a des contraintes hein, inhérentes. Et puis on appelle ça un ordinateur, honnêtement. Quand on travaille sur la mécanique quantique, ça ressemble plus à un projet top secret hein, d'un savant un peu fou qu'à un ordinateur. Hein. Allez voir les photos d'ordinateur quantique, ça ne ressemble pas à un ordinateur. Hein. En tout cas, la partie qui travaille sur les qubits, euh, avec le principe d'intrication quantique et tout ça, ça ne ressemble aucunement à un ordinateur. Hein. C'est des espèces de tubes qui fonctionnent proche du zéro absolu. C'est tout un bordel, un câblage incroyable. Je vous laisserai aller voir les photos. Hein. Encore une fois, moi je suis pas ingénieur, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est assez intriguant. Donc pour en revenir, pourquoi utiliser du 4096 et pas plus? Hein. Bah tout simplement parce que GPG ne te le permet pas, hein, à moins de la valeur est codée en dur. Hein. Donc si tu veux décompiler GPG et recompiler avec une clé supérieure à 4096, si tu veux t'amuser à le faire, tu peux le faire. Plus sérieusement, pourquoi encore une fois, hein, on en revient au threat model. Je t'ai dit, tu veux te protéger de quoi? De qui? Quand? Comment? Où? Pourquoi? Pour qui? Hein. Toutes ces questions que tu dois poser, c'est des questions que tu dois te poser quand tu es à la maison. Hein. Quel est mon modèle de menace? À la maison, c'est quoi? C'est Toto le hacker qui va me pirater? Ou c'est peut-être une dictature? Et moi, je suis quoi? Je suis un opposant politique et j'ai besoin de mon obsèque. Ok? Parce que j'ai pas envie de me faire torturer, ok, par les gros bras de mon président. Hein, si jamais j'habite dans une autocratie, une dictature. Hein, on citera pas de pays, vous le savez. C'est quoi ton modèle de menace? C'est quoi? C'est Toto le hacker? C'est la NSA qui t'espionne? Parce que tu travailles avec Wikileaks? C'est quoi ton modèle de menace? T'es journaliste? Tu travailles sur des ventes d'armes qui sont en train de compromettre ton gouvernement? Et tu sais qu'il y a des barbouzes qui sont en train de s'occuper de toi et qui s'intéressent à toi. C'est quoi ton modèle de menace? Hein. Vous devez constamment penser au modèle de menace. Nous n'avons pas tous le même modèle de menace. Hein. Si tu es un gentil citoyen rangé, eh ben écoute, à part Toto le hacker, hein, t'as pas trop de soucis à te faire. Hein. La NSA, on s'en fout. Tes services de renseignement, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à remuer de la merde, hein, à être un hacker, à être un activiste, à être un journaliste, hein, ou travailler sur des sujets sensibles, hein, pour des ONG et tout ça, là, ton modèle de menace va évoluer. Hein. Je rappellerai qu'Hillary Clinton avait demandé si on pouvait pas, hein, can we drone it, hein, drone him, comme elle avait dit au sujet d'Assange, hein, c'est-à-dire envoyer un petit drone avec un petit missile Hellfire sur la tronche de Julian Assange. Hein. Donc là, on voit que lui s'était fait beaucoup d'amis, hein, ou même d'ennemis, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, c'est le modèle de menace. Hein. Et si tu veux changer la société, le système, là, c'est sûr que ton modèle de menace va évoluer. Si tu restes dans tes pantoufles à regarder Cyril Hanouna, ça va aller, ça va bien se passer pour toi. Tu risques pas grand-chose dans ta vie, je te rassure. Ok? Donc encore une fois, modèle de menace, c'est quoi? C'est la NSA? C'est la NSA, c'est nos services de renseignement. Écoute, s'ils ont une puissance de calcul déraisonnable, s'ils ont des ordinateurs quantiques, je pense que le fait d'augmenter la longueur de la clé n'aura aucune incidence. Hein. S'ils peuvent péter une clé 4096, ils péteront une clé 8192. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement au niveau des primes, hein, les prime numbers, les nombres premiers, en fait. Tu peux, au bout d'un... Alors encore une fois, hein, je ne suis pas mathématicien, il faudrait demander à des mathématiciens qui connaissent bien le sujet.
Moi, je ne fais que vulgariser, hein. Je ne suis que youtubeur. Mais il paraîtrait que tu peux accroître au bout d'un moment ta longueur de bits, de clés, hein, avec des nombres premiers. Eh ben, c'est pas ça qui va accroître la sécurité, hein, de ta crypto. Pourquoi? Bah parce que au bout d'un certain moment, si tu veux, si la partie adverse a une puissance de calcul colossale, hein, donc si on parle de qubits, hein, et on n'est plus sur des zéros et des 1, on est sur des zéros et des 1, et on est sur des zéros et des 1 en même temps, hein. C'est le principe du qubit. L'intrication quantique, je vous dis des bêtises, c'est le principe de super état, hein. Super state, c'est la superposition, hein. Cet état de superposition quantique, en fait, hein. Ce qu'on appelle le spin, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, hein. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà. Situation quantique, je vous dis des bêtises, c'est le principe de super état, hein. Super state, c'est la superposition, hein. Cet état de superposition quantique, en fait, hein. Ce qu'on appelle le spin, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, hein. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a plusieurs types d'attaques, hein. On a l'attaque de Wiener. Encore une fois, on va travailler sur les exposants secrets, soit exposants secrets pour l'attaque de Wiener ou l'attaque de hashtag. Ça sera plutôt sur le petit e, l'exposant public, hein. Si il repose sur la possibilité qu'il est suffisamment petit, alors en interceptant le même message envoyé, hein, à au moins destinataires différents, on pourra éventuellement à terme retrouver le message originel, hein. On va se servir des théorèmes des restes chinois en mathématiques. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne comprends à peine ce que je vous dis, hein, mais je vous laisserai creuser. On a le principe aussi des timing attacks, hein. Allez voir un petit peu sur Wikipédia, vous avez plein d'articles à ce sujet. C'est le principe de chronométrage, hein. On a des timing attack, on peut s'en servir. Généralement, on travaille sur du hardware quand on fait du timing attack ou pas que, pas que. Alors, on peut analyser un contrôleur, hein, et en fonction des temps de réponse, si ce contrôleur gère de la cryptographie, en fonction des temps de réponse, on va trouver des patterns. Ces patterns, à terme, vont nous permettre, en fait, de casser, hein, la crypto. Je vais pas rentrer dans les détails, même moi, ça me dépasse, mais on a des possibilités, hein. Si je dois vous faire une autre métaphore, une autre analogie, une autre comparaison, on peut regarder le temps de réponse, hein, d'une base de données. Et lorsqu'un utilisateur se connecte, hein, au niveau des requêtes, hein, on a des requêtes en GET, en POST, si on doit parler du protocole HTTP, quand le backend répond, eh ben, il va mettre un certain temps à répondre, hein. Si l'utilisateur a rentré le bon mot de passe, eh ben, ça va prendre un certain temps. Et à l'inverse, si l'utilisateur s'est trompé au niveau de son mot de passe, eh ben, ça va prendre également un autre certain temps. Ces deux certains temps sont totalement différents. A, option A, l'utilisateur a rentré le mot de passe. Attaque par chronométrage vis-à-vis du BDMS, hein, du système de gestion de base de données, HGBD, et de B, hein, l'utilisateur s'est trompé. D'accord? Donc je pourrais comparer, et en fonction du timing, je peux commencer à corréler les informations, commencer à comprendre, hein. Combien de temps va mettre la base de données lorsque le mot de passe est bon? Combien de temps va mettre la base de données au niveau de ses réponses quand le mot de passe est faux? D'accord? Puisque typiquement, si le mot de passe est faux, hop, on renvoie le message. Ok? Par contre, si je t'authentifie à une base de données, hein, ça veut dire que non seulement le mot de passe, cette fois-ci, n'est pas faux, il est vrai, mais je dois également t'authentifier à la base de données. Ça prend également un certain temps, hein. Différence de chronométrage, hein. Je vulgarise au maximum, hein. Veuillez m'excuser. Donc ces attaques de chronométrage, on peut également les appliquer sur de la crypto, du chiffrement, hein. On va essayer de déduire rapidement la clé de déchiffrement, hein, puisque c'est pareil, si Eve qui veut attaquer Alice,
pour pouvoir lire ces documents, eh ben, elle va peut-être pouvoir être capable de mesurer les temps de déchiffrement de plusieurs documents chiffrés d'Alice et Ève, qui a croqué la pomme, hein, qui traîne avec le diable, enfin avec le serpent, eh ben, elle va être en mesure d'en déduire rapidement la clé de déchiffrement. D'accord? Donc on a des techniques pour contrecarrer ces opérations de déchiffrement à la volée, euh, et il y a des implémentations qui ont été mises en place, mises en œuvre au niveau de RSA pour empêcher justement ce type d'attaque. On a cette technique de blinding aussi qu'on appelle aveuglement cryptographique. Vous avez toutes les explications sur Wikipédia. On a également ce qu'on appelle des attaques chiffrées choisies, ce qu'on appelle du Adaptive Chosen Ciphertext Attack. Le RSA, c'est un chiffrement déterministe, donc on peut, par corrélation, faire un principe de schéma de remplissage probabiliste, et en fonction de nos probas, hein, il y a des chances qu'il y ait un certain chiffre choisi qui va s'adapter, et en corrélant un principe via le PKCS, le schéma de remplissage, on va à terme, ça va prendre du temps, c'est extrêmement complexe, mais on peut par exemple récupérer des clés de session SSL. C'est comme ça qu'on va venir affaiblir le SSL, le TLS. D'accord? Donc, il y a plein de techniques et je vous conseille de lire la page associée que je suis en train de vous lire. Donc, ne croyez pas que je suis expert là-dessus. Ça serait euh, de Wikipédia et un article que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Allez le voir, ça corrobore mes dires. hein. On vit dans un monde de moins en moins sûr. Et donc, tu peux avoir un algo qui tient la route, mais si son implémentation est mauvaise, eh ben, tu pourras casser. Tu pourras casser. Les derniers exemples de ces 10-15 dernières années, on a VeraCrypt. VeraCrypt qui permettait de chiffrer vos disques durs et tout ça. Défaut d'implémentation, l'algorithme est costaud, l'implémentation est mauvaise, et ben ton disque dur chiffré, n'importe qui peut le lire, ok? Avec un peu de connaissances. Donc encore une fois, tout ça, vous devez garder ça en tête. Et si on doit parler de failles majeures au niveau du RSA, eh ben il y en a. Ça a été trouvé par des mathématiciens, par des cryptographes, par des gars qui bossent dans l'enseignement, et on peut, de façon arbitraire, casser les clés RSA. Je pense honnêtement que la NSA sait casser du RSA. Je dis ça, je dis rien. hein. Donc voilà, encore une fois, c'est quoi ton modèle de menace? Et quand bien même il y a de l'affaiblissement, on pourrait éventuellement, c'est théorique, puisque moi je travaille pas dans l'enseignement, je sais pas ce qui s'y passe, mais on pourrait théoriquement casser ces clés RSA. Alors on en revient à ce que je te disais en préambule, la longueur de la clé n'importe peu. Si on a l'algorithme qui est pété, eh ben voilà, ça y est, tu es condamné à quoi? À utiliser un algo qui est cassé. hein. Donc on voit bien, c'est ça, ces trois facteurs. Un, les nombres premiers, longueur de clé au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Deux, implémentation, faille d'implémentation, que vous retrouverez beaucoup. Le principe du programme Bull Run, le Bull Run de la NSA, je vous en parle tout le temps, c'est justement implémenter un algorithme costaud avec une implémentation de merde, hein, pour faciliter le travail des agences de renseignement. Ou tu fais les deux, c'est-à-dire que tu crées volontairement, tu demandes aux trois mathématiciens de créer un chiffrement RSA, et eux, ils ont la porte dérobée. Ils savent comment casser ça. hein. Et vous savez très bien qu'en termes géopolitiques, en termes de rayonnement, en termes pareil, de renseignement, de pouvoir économique, si jamais tu peux casser le chiffrement, qui est utilisé un peu partout dans le monde, tu as un avantage concurrentiel, comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, voilà, le problème c'est l'algo en soi, est-ce qu'il est résistant? L'implémentation de l'algo, est-ce que l'implémentation est robuste? Et au bout d'un certain nombre, bah, la longueur, ça ne compte plus. C'est ce que je disais à mon ex. Donc voilà, ça, il faut bien prendre en compte avant de vouloir, parce qu'on se dit plus c'est mieux. Plus c'est mieux, mais n'oublie pas qu'une clé de 4096 bits, déjà, ça prend beaucoup de place. C'est pour ça que la plupart des smart cards que vous utilisez peut-être en entreprise, les tokens et tout ça,
ils ont généralement des clés hein, de 2048 ou peut-être 3072. D'accord? Donc voilà, pour un usage courant, utilisez des clés de 3072 ou de 4096. D'accord? Et si ça se fait péter, eh ben, vous le saurez. Tout simplement, il y a quoi? Bah, c'est qu'on a trouvé un moyen de péter les courbes elliptiques, hein, les EC, et les ECC, et puis peut-être qu'il y avait une mauvaise implémentation de ton logiciel, hein, ou peut-être que l'algo, il y avait une porte dérobée. Hein. Et bah moi, vous savez ce que je pense. Je pense qu'il y a des portes dérobées dans tous les algos développés hein, par le monde libre occidental, j'ai envie de dire, hein, puisque tous les services de renseignement se mettent d'accord. C'est ce que j'ai pu tirer comme conclusion après des années, des années, des années, des années à lire des livres, hein, à faire de l'OSINT, à faire moi-même du recueil d'informations. Alors que ça n'engage que moi, hein, ce n'est que mon avis. Euh, il y a des failles d'implémentation volontaire. Hein, ça, c'est le principe bah, Bull Run. Allez voir programme Bull Run, hein, on y est. Donc voilà, c'est quoi ton modèle de menace? Si c'est la NSA, bah, pas de chance, mon copain. Il y a de fortes chances qu'ils sachent tout de toi. Et si t'es leur cible, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ok? Tu n'auras plus aucune vie privée. Ok? Ils sauront tout de toi. Si c'est Toto le hacker, si c'est une entreprise, un concurrent, hein, qui cherche à espionner tes communications, là ça va bien se passer. Hein. Parce que même s'ils ont une armée de trolls ou une armée de hackers, casser du chiffrement RSA 4096, t'en as pour quelques 1 milliard, 2 milliards d'années. Donc voilà, c'était ma petite introduction. Maintenant on va passer un peu à la pratique.